Bonjour, bonjour, merci pour l'invitation. Et comme vous le voyez, vous vous demandez pourquoi on parle de la marche. D'ailleurs, vous voyez, je marche euh, en parlant. Alors, si vous interrogez mes collègues et amis cardiologues, vous direz que c'est bon pour le cœur. C'est vrai, c'est bon pour le cœur, parce que, bon, ils vous le diront mieux que moi, ça augmente le débit cardiaque, ça renforce le muscle cardiaque, etc. Mais il faut le savoir, c'est un peu ce qui était dit ce matin, enfin au début de l'après-midi, c'est bon pour le cerveau aussi. Alors je vais essayer de vous montrer pourquoi, au fond. C'est bon pour la santé. Alors si c'est pour dire des banalités pareilles que je suis venu ici, c'était pas la peine. Oui, marcher, c'est bon pour la santé. D'ailleurs, on vous demande de faire 10 000 pas. Je ne sais pas d'où ça vient, cette idée d'aller faire 10 000 pas, mais alors ça, je voudrais savoir qui a inventé ce truc-là. D'ailleurs, je vais faire une petite audit, là. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui essayent de faire les 10 000 pas? Ou qui osent lever les bras? Oh, c'est pas possible. Ah, mais j'en reviens pas. Alors maintenant, autre question. Est-ce qu'il y en a qui les font? Quels sont ceux qui les font? Les mêmes. Oh là 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 là. J'espère que vous n'êtes pas cardiaque, parce que si vous avez une insuffisance cardiaque sévère à 10 000 pas, bon, vous aurez une fessée de la part de mes amis cardiologues. Hein. Mais c'est vrai que c'est bien de marcher quand même. C'est bien de marcher, je vous le dirai pourquoi, parce que c'est une activité qui est automatique. Vous voyez, je vous parle et puis en même temps, je marche et je n'y prête pas attention, je ne me rends pas compte. C'est une activité qui est automatique et non consciente. Par exemple, je ne me dis pas, tiens, je vais mettre le pied droit, je vais mettre le pied gauche, etc. Non, non, c'est automatique et subconscient. J'y reviendrai. Vous allez voir comme c'est très intéressant. Alors, ceci étant, je vous ai dit que c'était bon pour le cerveau, mais c'est bon pour tout le monde. Et je vais vous dire en gros deux choses essentielles. Et la première, c'est la suivante. Regardez comment je marche. Bon, voilà, je marche comme ça. Ça, c'est la marche, elle est dite normale. Hein. Maintenant, je vais faire le bel âtre. Bon. Maintenant, je fais le petit péteux superficiel, comme je l'appelle. Vous savez ? Comme ça. Le déprimé, etc., etc. Autrement dit, ça veut dire quoi ? Je peux vous en imiter d'autres. Hein. Ça veut dire simplement une chose, c'est qu'en regardant les gens marcher, eh bien, on se fait une idée de leur personnalité. Et je voudrais vous dire pourquoi, au fond. Mais c'est aussi important pour les médecins, tous les médecins, et notamment pour les psychiatres et les neurologues, qui s'intéressent au comportement, donc au fonctionnement cérébral. C'est que, je vous donne l'exemple, quand je suis dans les cabinets de consultation, je vais là dans la salle d'attente, Monsieur Durand, alors Monsieur Durand, je regarde comment il se lève. Mine de rien, je regarde, il vient avec moi, je regarde comment il marche, je regarde comment il s'assoit, je regarde aussi le conjoint d'ailleurs, c'est très intéressant de voir comment se comporte le conjoint par rapport au patient. Autrement dit, pour les neurologues, je le dis en gros, 50% des diagnostics sont faits simplement en regardant les gens marcher. Alors je voudrais essayer d'expliquer ça brièvement. Qu'est-ce que c'est que la marche ? Ça a l'air simple de marcher. Eh bien, en fait, c'est très, très compliqué. Parce que j'avance, mais je vais vous... Regardez-moi là. Je vais essayer de faire un premier pas, simplement. Un premier pas. Hein. Voilà, je fais ça. Hop. Vous avez remarqué qu'il y avait, en dehors du pied qui avance, vous avez remarqué quelque chose ? Je change mon équilibre. Forcément, pour lever le pied, là, si je fais pas ça. Donc, top, je fais ça. Donc, on est toujours en déséquilibre. La marche, c'est la locomotion, puis un déséquilibre attrapé en permanence. Mais alors, pour garder l'équilibre, pourquoi on garde l'équilibre ? Alors, il y a des structures cérébrales, je vais vous le dire brièvement, mais il faut avoir une posture
Par exemple, là je ne peux pas parler avec le micro, mais enfin, quand je marche, vous voyez, j'ai un balancement du bras qui disparaît chez le parkinsonien, par parenthèse. Et donc, ce balancement du bras, de même que les réflexes du tronc, c'est la posture. Autrement dit, simplement de faire ça, une fois, c'est de la locomotion, c'est de l'équilibre et c'est de la posture. C'est de la posture, parce que si j'adapte pas ma posture au fur et à mesure, par exemple par le balancement des bras, j'ai pas d'équilibre. Et si j'ai pas d'équilibre, je peux pas marcher. C'est pour ça que quand les gens ont des troubles de la marche, en fait, ils ont des troubles de l'équilibre associés. Et c'est rare qu'il y ait des troubles de l'équilibre isolés sans troubles de la marche, n'est-ce pas, par exemple. J'y reviendrai brièvement. Donc vous avez ces trois idées-là. Alors comment ça se passe ? Eh bien, ça vous paraît idiot quand je fais ça. Vous allez dire, c'est très simple. Hein, ce mouvement-là, c'est pas grand-chose. En réalité, c'est très, très compliqué. Pourquoi ? Parce que d'abord, il faut que j'exécute ce mouvement. Quand j'exécute ce mouvement, c'est mon cerveau qui le commande. Là, quand je mets le pied là, c'est cette partie-là qui donne l'ordre. Ça descend dans la moelle épinière, dans le nerf. Et puis je fais ce pas. D'ailleurs, si j'avais une lésion là, qu'est-ce que j'aurais ? Une hémiplégie. Quand les gens sont paralysés, enfin, paralysés de la jambe, c'est un peu plus compliqué, mais si vous avez une lésion, un accident vasculaire là, vous allez être hémiplégique de l'autre côté. Vous perdez la marche. Mais je voudrais vous montrer que c'est encore plus compliqué. Parce que regardez, là je vais marcher comme ça. Hein. Je peux vous en faire plein d'autres si vous voulez. Hein. Comme ça, et d'autres. Mais enfin, si je marche comme un robot, c'est pour ça que d'ailleurs qu'on fait des robots qui marchent un peu, mais c'est épouvantable, ça ne marche pas. Parce que quand je fais ça, ce mouvement-là, simplement du reposer du pied, eh bien, je freine et puis je donne de l'accélération. Je freine, etc. Donc j'ai tout le mouvement de la jambe suivi de la posture pour l'équilibre, etc. Vous voyez, en fait, quand vous faites simplement un pas, vous mettez en jeu tout votre cerveau, complet. Ça, c'est parce que c'est déjà l'exécution de la marche. Mais pour exécuter la marche, il faut le décider. Par exemple, c'est Gilles qui me dit entre, je t'en prie, alors j'y vais. Mais ça a l'air de rien, mais il m'a donné un ordre, c'est rentré par mes oreilles, ça va là, il faut que je comprenne l'ordre, il faut que je mette en œuvre tout ça, et quand je fais ce premier pas vers Gilles, je lui ai dit, c'est automatique. C'est donc qu'il est programmé. J'ai une mémoire de mes pas. Simplement de faire ça, puisque je n'y pense pas, c'est que je l'ai en mémoire, c'est programmé. D'ailleurs, c'est pour ça que personne ne marche de la même façon, vous remarquerez, et qu'on peut reconnaître les gens à la façon dont ils marchent. Autrement dit, ce que je veux dire, c'est que en dehors de l'exécution, locomotion, équilibre, posture, vous avez tout ce qui se passe avant dans le cerveau, c'est-à-dire la décision. Je ne veux pas rentrer dans le détail parce qu'on connaît toutes les structures cérébrales qui contribuent à la décision. On connaît aussi toutes les structures cérébrales qui contribuent à la programmation de la marche. Quand vous aviez 1 an, ou quand moi j'avais 1 an, on ne savait pas marcher. On marchait, on s'est mis debout, puis quand on commençait à marcher, on marchait comme ça, avec le truc, comme ça n'allait pas. Et puis, on a appris, surappris, et puis après, on marche sans y penser. Autrement dit, on a une mémoire de la marche qui est inscrite dans d'autres structures cérébrales qui nous permet de marcher de manière automatique et non consciente. Alors voilà, en gros, ce que c'est que la marche. Je le résume, encore une fois. Vous avez une exécution de la marche d'avancement, d'équilibre et de posture. Et puis vous avez toute la commande de la marche, la programmation de la marche, qui met en jeu essentiellement le cortex cérébral et la partie antérieure, qui est le cortex frontal. Alors que la marche automatique, elle est gérée par des petites structures anciennes qui se trouvent à la base du cerveau, qu'on appelle les noyaux gris centraux. C'est 30 grammes. Un cerveau, ça fait combien, ça pèse combien, à votre avis ? Hein ? 300 kilos ? Non.
Alors, allez-y, vous savez, alors la différence entre un homme et une femme? Oui, un tout petit peu plus petit, 50 grammes de moins. Est-ce que ça a un rapport avec l'intelligence? Ah, bravo. D'accord. C'est proportionnel à la taille, hein. D'accord. Les femmes sont en moyenne un tout petit peu plus petites. En effet. Donc, ces petites structures qui sont massives chez les pigeons, qui sont massives chez les oiseaux. Vous avez déjà vu un pigeon qui arrive à 40 km à l'heure, qui pose sur un fil, comme ça. Et nous, on tient à peine debout, c'est incroyable. Toutes ces structures-là jouent un rôle essentiel dans la marche en général. C'est parce qu'il y a quelque chose qui a été appris, surappris, et qui devient non conscient. Moi, je dis subconscient, pour ne pas dire inconscient au sens psychanalytique. Alors que quand vous avez un comportement qui n'est pas automatique et qui est conscient, votre conscience, et tout ce qui n'est pas automatique, c'est-à-dire une pensée qui n'est pas simplement une habitude ou une routine, c'est le cortex, ici. Et c'est ce qui explique, alors je dirais un mot de ce bouquin qu'on a écrit avec Roger-Paul Droit, qui s'appelle, je ne vais pas en parler, mais du coup j'en parle, Je marche donc je pense. On appelle ça comme ça. Bon, on ne se prend pas pour Descartes, hein, mais c'était l'idée. Et effectivement, je peux vous raconter l'histoire. Non, je ne vais pas raconter l'histoire. Parce que c'est quand Roger-Paul Droit est venu faire un exposé sur la marche des philosophes, parce que les philosophes marchent, les péripatéticiens, Socrate, Kant, Nietzsche, Rousseau, tout le monde, tous ces gens-là marchent. Et moi aussi. Moi, je marche, je prends... Quand je suis bloqué dans ma réflexion pour un article où je dois essayer d'être un peu créatif, on est bloqué, je prends un petit papier, un crayon, et je marche. Et je vais marcher, et j'écris plein de petits trucs. Quand je reviens, je regarde, tout est nul, mais ça fait rien. De temps en temps, il y a une idée. Et je pense que c'est votre expérience à tous, je ne sais pas, puisque vous marchez. Quand on marche, on a des idées. Alors pourquoi ? Alors maintenant, je vais faire un tout petit peu de physiologie pour vous expliquer tout ça. Je vous ai dit, quand j'avance le pied, c'est moteur pur. Maintenant, pour garder l'équilibre, qu'est-ce qui joue un rôle ? Je vous le dis parce que souvent, dès que les gens ont des troubles d'équilibre, ils disent « j'ai des vertiges ». Les vertiges, c'est quand on voit les objets tourner comme ça n'a rien à voir. C'est une instabilité, c'est un trouble de l'équilibre. Or, l'équilibre, il est géré par un certain nombre de structures cérébrales. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais les vestibules jouent un tout petit rôle. Il faut que les deux oreilles internes marchent en même temps, ça c'est sûr. Il faut la vision. Si vous êtes dans le noir, c'est difficile de garder l'équilibre, hein. C'est difficile de marcher tout court. C'est surtout le cervelet. Dans la partie médiane du cervelet, le cervelet est ici, derrière. D'ailleurs, vous le voyez, par exemple, les bébés, quand ils commencent à marcher, ils font ça. Ou les grands alcooliques, l'ivresse aiguë, comme ça. Hein, vous voyez, il y a une incoordination. C'est le rôle du cervelet d'ajuster le mouvement, d'ajuster tous mes mouvements. Et puis, vous avez aussi la sensibilité, forcément, parce que il faut sentir le sol. Si vous ne sentez plus le sol, évidemment, vous marchez mal, etc. Donc, c'est vous dire qu'il y a toute une physiologie qui permet d'expliquer pourquoi on marche, pourquoi on a de l'équilibre, pourquoi on a de la posture, je passe. Alors, qu'est-ce qui se passe en médecine ? Le neurologue. Je vous ai parlé de l'hémiplégie, parce qu'on a une grosse lésion, par exemple un infarctus aussi, qui vient souvent du cœur. C'est un caillot qui part du cœur et qui donne une hémiplégie de l'autre côté. Bon, ça c'est une chose. Mais vous avez d'autres troubles de la marche d'origine pathologique. Je vous ai dit le déprimé, c'est de la psychiatrie, mais prenez un parkinsonien, par exemple. Qu'est-ce que c'est un parkinsonien ? Un parkinsonien, c'est quelqu'un qui a perdu l'automaticité des mouvements, donc de la marche. Je vous ai dit, la marche, c'est automatique et non conscient.
Le parkinsonien, vous savez ce que disait mon illustre prédécesseur, Jean-Martin Charcot, il disait le malade parkinsonien est condamné au mouvement volontaire à perpétuité. C'est joli. C'est-à-dire que le parkinsonien, il a perdu tout ce qui est automatique que vous faites sans y penser. Et donc, à chaque fois, c'est un effort de volonté considérable. Alors, le parkinsonien, il traîne des pieds. Il fait comme ça. Il y a plusieurs formes de Parkinson, on ne va pas rentrer là-dedans. Mais vous avez, donc je vous dis, l'alcoolique, les lésions du cervelet avec cette grande incoordination. Vous avez, par exemple, des lésions des nerfs. Hein, souvent, vous faites une blessure ici, là, souvent. Vous avez un steppage. Alors, les gens marchent en faisant ça. Vous avez des troubles de la sensibilité des articulations. Alors, ça donne des marches talonnantes. Marche comme ça. Voilà. Etc. C'est pour ça que, vous voyez, le comportement, pour le neurologue, il fait la plupart des diagnostics en voyant les gens marcher. Voilà, bah écoutez, moi je peux continuer comme ça, mais je pensais que tu voulais qu'on pose quelques questions. Je vous propose que vous posiez des questions rapides. Hein, pas raconter toute sa vie, hein, chère madame, hein, s'il vous plaît, mais très rapide, une petite question, je vous réponds si c'est possible. Sur la marche, ou sur... mais pas sur le cœur, s'il vous plaît, pas sur le cœur. En faisant des grands pas de 80 cm. Oui, mais, ouais, c'est pour ça que j'arrive à les faire, mais moi je fais 70 cm. Ça fait des grands pas et c'est si on veut le faire en 1 heure, c'est très rapide. Ah ben vachement, oui. Est-ce qu'il faut marcher plutôt rapidement ou plutôt cool? Alors ça, c'est le grand truc de la médecine, cher monsieur. Le grand truc de la médecine, le grand mot de la médecine, c'est quoi? Le bon sens. C'est le bon sens. Si vous êtes cardiaque, encore si vous avez une grosse insuffisance cardiaque, vous êtes essoufflé au bout d'un demi-étage, vous n'allez pas faire des 1000 pas en faisant des 80 cm en plus. Hein. Mais donc là, c'est le bon sens. Vous savez, d'ailleurs, ce bon sens, il est vrai en médecine. Alors j'en profite, puisque vous me parlez, si vous me laissez parler, j'arrête plus. Mais la plupart des gens que je vois, moi, je vous raconte une histoire. C'est une malade, elle a des difficultés pour marcher. Alors elle marche comme ça. Vous en voyez des milliers des gens comme ça dans les rues, qui finissent avec des déambulateurs. Bon, on commence par mettre des semelles. Ça ne sert à rien. Ensuite, on opère un genou. Ça ne sert à rien. Ensuite, on opère la hanche, puis le dos. En réalité, c'est souvent là chez les personnes très âgées. Et c'est des lésions d'origine frontale. C'est des choses qu'on ne voyait pas il y a 20 ans, 30 ans en tout cas. Parce que l'espérance de vie a augmenté de 15 ans, et ça survient après 80 ans, ces trucs-là. Alors, comment on fait le diagnostic entre quelqu'un qui a... Ça, comme ça, vous allez devenir très brillant. Comment on fait le diagnostic entre une démarche orthopédique et une démarche neurologique? Alors, je vais vous le dire, vous ne pouvez pas le savoir. Je vais vous le dire, la marche orthopédique, c'est ça. Parce que c'est d'un côté, donc c'est des petites boiteries. Alors, quand je fais ça, évidemment, c'est un peu grossier. Mais si vous le faites très discrètement, vous remarquerez, il y a des gens ici, j'ai déjà remarqué, qui ont des petites asymétries. Et ça, le signe du maquignon vous permet de détecter ça. Comment? Pourquoi? Parce que vous savez ce que c'est que les maquignons? Ce sont des gens qui s'occupent des chevaux. Et ils font le diagnostic des entorses de jambes des chevaux au son. Hein? Et effectivement, là, ça ne va pas avec le tapis, mais vous verrez qu'on repère la marche orthopédique de quelqu'un qui a une arthrose de la hanche ou une prothèse de genou, etc., simplement parce qu'il y a une toute petite asymétrie dans la marche. Bon, c'est un truc. Mais pour les neurologues, c'est capital, parce qu'on dit allez voir les orthopédistes, c'est pas de peine de venir ici. Pourquoi on se met à penser quand on marche? Pourquoi les philosophes, certains d'entre eux, vous en parlez dans votre livre, pourquoi on devient intelligent, qu'on a des idées brillantes en marchant? Alors ça dépend qui. Évidemment. Mais l'idée, alors je reprends ce que je vous disais tout à l'heure, je vous ai dit comportement automatique subconscient, la marche, ou la douche, ou l'écriture, ou faire la vaisselle, passer l'aspirateur, tous ces trucs qu'on fait sans y penser. Hein.
Jouer au tennis, Nadal, tac, son revers extraordinaire là, qui passe en croisée comme ça, il ne se dit pas, tiens, je vais mettre là comme ça. Non, il pense à autre chose. Il la met là automatiquement, mais en réalité, lui, ce qu'il dit, c'est qu'au lieu de la mettre là où l'adversaire l'attend, je vais la mettre de l'autre côté. Et là, il passe tout d'un coup d'un comportement automatique à quelque chose qui n'est pas automatique. Il pense. C'est inattendu, c'est nouveau. Eh bien, dans la marche, qui est automatique et non consciente, l'idée, mais c'est l'hypothèse que moi je lance un peu par défi à mon ami Roger Paul, c'est que vous désengagez votre cortex qui, lui, est conscient et capable de penser et d'avoir des pensées. Autrement dit, quand vous marchez, vous activez les petites structures qui sont en bas, elles fonctionnent à fond, mais vous désengagez votre cortex qui, lui, peut flâner. Il peut vagabonder, comme un rêve. D'ailleurs, je pense à peu près la même chose dans le rêve. Et autrement dit, à ce moment-là, il y a des idées qui courent, c'est le chaos, un peu comme dans un rêve. Et de temps en temps, au-dessus d'un certain seuil, pof, apparaît une idée nouvelle, inattendue. En tout cas, c'est comme ça que se font les grandes découvertes. Et les mathématiciens ont bien raconté tout ça. La plupart des découvertes sont non conscientes. Et tout d'un coup, pof, c'est Eureka. Ça sort, vous savez, la fameuse expérience de Poincaré qui découvre son fameux théorème en montant dans l'autobus à Coutances. Et là, toc, hop, alors que ça faisait 3 ans qu'il cherchait la solution de ce théorème. Autrement dit, la marche automatique, cerveau reptilien, comme chez les reptiles, les petites structures, désengage le cortex qui, lui, est responsable des comportements conscients non automatiques, et à ce moment-là, vous avez éventuellement de nouvelles idées. Ça ne veut pas dire que pour penser, il faut marcher seulement, mais enfin, ça peut aider, quoi. D'ailleurs, tous les comportements automatiques, combien de gens me disent que les idées leur viennent quand ils prennent une douche, hein, on pense quand on prend sa douche. Quand toutes ces activités qu'on fait, je ne vous dis pas quand je fais la vaisselle, je ne la fais jamais, mais si je faisais la vaisselle, ce serait pareil. Oui, j'ai une question. Les relations entre les maladies du cerveau, par exemple les encéphalites ou des choses comme ça, et les conséquences qu'il pourrait y avoir sur la marche, par exemple. Moi, j'ai été victime de méningoencéphalite, j'ai failli passer, mais grâce à Dieu, je suis toujours là. Mais c'est pas pour ça que je pose cette question. Mais du coup, j'y pense puisque vous êtes spécialiste. Écoutez, vous pouvez avoir, comme je disais tout à l'heure, je l'ai mal dit, mais vous pouvez avoir des troubles de la marche par des lésions, des dysfonctionnements du système nerveux à tous les étages. Le pied, la cuisse, le nez, et on reconnaît à chaque fois par des symptômes particuliers la moelle épinière, le cervelet, le cortex. Alors, dans l'encéphalite, que vous avez une méningoencéphalite, c'est global. Alors là, je pense que la marche était épargnée. Vous êtes un peu plus ou moins dans le coma ou dans un très mauvais état, j'imagine. Les très mauvais états, c'est différent. Mais on peut repérer, pour chaque lésion du système nerveux, c'est le côté électricien du neurologue qui est en principe un excellent sémiologiste et qui repère tout ça sans avoir besoin des IRM qui servent simplement à confirmer le diagnostic. 2 dernières questions, une de Jean-Philippe Collet et une ici. Alors Yves, moi j'avais une question. Maintenant, quand on regarde dans la rue, tout le monde marche avec un téléphone portable. Donc, est-ce que tu penses qu'on pense moins maintenant qu'avant avec toutes ces technologies modernes ? Tu veux bien répondre à ta question, s'il te plaît ? Non, le problème c'est intéressant ce que tu dis, c'est-à-dire que c'est effectivement, on marche, mais en même temps, comme on trouve qu'on perd son temps, on a l'impression de perdre son temps, on regarde ses mails, on regarde ses trucs, en pensant qu'on a une activité intellectuelle. En fait, on n'a pas beaucoup d'activité intellectuelle en regardant son truc, mais c'est quand même, on lit, donc c'est une activité non automatique de lire quelque chose. Donc ça va dans l'idée que je te disais. Dernière question, Madame Godet. J'ai toujours aimé la marche et depuis que j'ai atteint un certain âge, j'ai peur de marcher, j'ai peur d'avancer et je ne sors pratiquement plus. D'accord, ben écoutez, après là on fait une petite consultation, je vais vous dire ce qu'il faut faire. Je vais vous expliquer, chère madame, je plaisante, mais c'est très simple. Quand les gens
ont des difficultés de la marche, pas quoi. Surtout les personnes âgées, vous n'êtes pas âgés, vous, mais enfin, il y a des gens qui ont des difficultés pour marcher. Ils ont peur. D'où l'importance de la rééducation. Les kinésithérapeutes sont des ânes, bien souvent, malheureusement, parce qu'ils aiment bien faire des massages chez les jolies femmes. Mais pour faire marcher les gens ou leur faire tenir l'équilibre, c'est tout un art. Et l'idée de la rééducation pour la marche, pour l'équilibre et pour la posture, c'est quoi? C'est lutter contre la phobie. C'est essentiellement ça. Parce que si vous rassurez les gens en leur disant, vous voyez, vous pouvez marcher, ou leur donner des moyens très simples pour arriver à marcher, ça, les neurologues savent ce genre de choses, à ce moment-là, eh bien, on supprime la partie phobique de la marche. Et c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire que moins vous marchez, plus vous avez peur, moins vous marchez, etc. Et ça, c'est très, très mauvais chez les personnes très âgées. Pourquoi? Parce que si on ne marche plus, on ne sort plus de chez soi. Si on ne ressort plus de chez soi, on s'assoit dans une chaise. Et après, on n'ose même plus se lever. Alors, on se met au lit. Et après le lit, qu'est-ce qui se passe? Voilà. C'est comme ça que ça se termine la vie.